Salut tout le monde. On va attendre 2 petites minutes. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, avant qu'on commence je pense qu'on va commencer à 33. Et bon app à ceux qui mangent devant le webinar, enfin devant le Snow Talk plutôt. Ouais, juste pour info, je suis confiant de tenir 1 heure. Si je dépasse un peu, désolé. Mais dans tous les cas, il y aura un petit replay si vous devez partir avant. Donc voilà. Et si vous avez des questions, juste avant qu'on commence et en attendant tout le monde, si vous avez des questions, il y a une partie Q&A. Et du coup, attends, est-ce qu'il y a le son? Normalement, c'est bon. Normalement, tout le monde a le son, mais ouais, je pense que tout le monde a le son. Du coup, ouais, il y a une partie Q&A et une partie chat. Donc le chat, voilà, c'est pour la discussion générale. Et vraiment, si vous avez des questions que vous voulez qu'on traite, ajoutez-les plutôt dans Q&A. Alors, parce que le son, voilà, tout le monde, normalement, est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas le son? Ok, bon, il y en a certains qui ont le son et d'autres pas le son. Les joies de la technologie. Bon, ceux qui n'ont pas le son, c'est possible, je sais pas, que vous deviez jouer avec les réglages. Donc ouais, désolé, mais logiquement, c'est bon. Du coup, oui, ce que je disais, ouais, ajoutez bien dans le Q&A si vous avez des questions et si vous voulez juste faire une remarque ou autre, le chat, c'est très bien. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est primordial, vous le savez, c'est créer sa stratégie d'investissement. Du coup, avant de commencer, je voulais vous partager un petit truc de pourquoi, du coup, pourquoi il faut qu'on crée une stratégie d'investissement, pourquoi il faut investir, tout simplement. Alors, il y a plusieurs raisons, je ne vais pas toutes les citer. Alors voilà, encore une fois, on a 1 heure, donc il y a des choses sur lesquelles je vais devoir passer un peu plus rapidement, mais en tout cas, je vais essayer d'être exhaustif. Donc, la partie pourquoi investir. La première, elle est assez simple, vous la connaissez tous, c'est l'inflation. Donc l'inflation qui érode votre pouvoir d'achat. Donc actuellement, elle est entre 2 et 4%. Et comme vous voyez sur le graphique en bas, qui fait un peu peur, donc si vous avez 10 000 € et que vous attendez 30 ans, ben, au bout de 30 ans, ça aura perdu 45% de sa valeur. Donc en gros, ça veut dire que si vous laissez de l'argent sur votre compte courant, au bout de 30 ans, bah, vous pourrez acheter 45% de choses en moins, en gros. Donc voilà, ça c'est une première chose. L'idée d'investir, c'est justement de combattre cette inflation. Donc ça c'est une première chose. La deuxième, c'est on vit beaucoup plus longtemps, donc il y a beaucoup plus d'années à financer. Donc on connaît le système de retraite en France. Je pense pas qu'il va disparaître du jour au lendemain, mais en tout cas c'est un système qui se dégrade petit à petit. Et une chose que je dis souvent, c'est que c'est vrai qu'on a aussi des modes de vie qui sont assez différents. Il y a de plus en plus de gens qui sont indépendants ou autres, et du coup qui peuvent moins compter sur la retraite. Donc voilà, quelque chose à prendre en compte. Et donc les produits sûrs, type livret, etc. Je regardais là juste avant le live, le livret A en 1986, donc 1 an avant que je naisse, était à 4,5%, je crois, ou 5%. Aujourd'hui, il est plutôt à 1,5, il est passé à 1,5. Donc voilà, enfin, le livret A, c'est pas un placement. Donc voilà, constat est simple, ne pas investir, c'est on perd de l'argent, en gros, chaque année. Ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, la deuxième, bah, c'est la magie des intérêts composés. Vous le savez, Einstein, je le répète régulièrement, Einstein a dit que c'était un peu la huitième merveille du monde. En gros, c'est l'idée que l'argent que vous placez fait de l'argent, fabrique de l'argent, quoi, en gros, et cet argent fabriqué va aussi fabriquer de l'argent, et c'est cette boule de neige qui, voilà, au début est toute petite et petit à petit elle grandit et plus elle grandit et plus elle accumule. Donc voilà, ça c'est cet effet boule de neige. Et si on prend un exemple, on vous partagera, on a fait une petite calculatrice. Il a jamais dit ça, Einstein, donc oui, c'est une légende urbaine peut-être. Mais en tout cas, tout le monde dit ça. Mais j'aime bien dire ça voilà, mais bon à savoir. 200 € investis par mois, en gros, voilà, si on les place à 7%, qui est une tranche assez basse, après 20 ans, bah voilà, ça vous donne 101 000 à peu près euros pour 48 000 € placés. Et donc, cet effet boule de neige, c'est les 53 500. Donc voilà, ça c'est quelque chose de, si vous placez pas cet argent, bah, l'effet boule de neige, il est juste impossible. Easy à comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va pas couvrir? Parce que, comme je disais, on n'a qu'une heure, donc il va falloir être efficace. Donc, on va couvrir ce qu'on appelle les actifs liquides et accessibles. Donc ça veut dire que tout ce qui est private equity,
immobilier physique, SCPI, actifs exotiques, private equity, je l'ai répété, mais ça fait partie des exotiques, vin, etc. On va le laisser de côté. D'ailleurs, on avait fait un Snow Talk sur le private equity. Si vous voulez aller voir, il est sur la chaîne YouTube. Et donc, on va plutôt se concentrer sur allocation entre actions, obligations monétaires, crypto, et surtout se concentrer sur une approche qui est plutôt simple, passive et long terme. Donc, on écarte aussi tout ce qui est approche active, trading régulier. Voilà, l'idée, c'est pas d'avoir des terminaux Bloomberg et de stresser toute la journée, c'est plutôt de se focaliser sur le long terme et d'avoir quelque chose voilà, d'accessible, liquide et éprouvé. Ceci étant dit, il y a sûrement des prérequis au fait d'investir. Et quels sont ces prérequis? Donc, le premier, vous le connaissez toutes et tous, je pense, c'est le matelas de sécurité, où on dit en gros 3 à 6 mois de dépenses courantes de côté sur quelque chose de très sécurisé, donc livret A par exemple. Si votre livret A est blindé, vous pouvez aller sur d'autres types de livrets, le LEP par exemple, etc., etc. À quoi sert ce matelas de sécurité? C'est simple, il sert à ne pas vendre vos investissements en cas de coup dur. Donc, par exemple, je sais pas, vous avez un imprévu, une machine à laver qui casse, une voiture qui casse, vous perdez votre job ou autre. Ben, en fait, ce matelas de sécurité, il est là pour éviter de vendre. Donc, c'est pour ça qu'on dit 3 à 6 mois, mais chacun adapte vraiment ben voilà, à sa situation personnelle. Donc, je prends toujours l'exemple, un freelance qui est développeur ou dans l'IA, un truc voilà, hyper demandé aujourd'hui, qui n'a pas d'enfant, n'aura pas forcément le même matelas de sécurité que une personne avec une famille à gérer et sur un boulot peut-être un peu moins, comment dire, un peu moins en tension. Donc, je sais pas, le marketing, copywriting, voilà, aujourd'hui sont des métiers un peu plus compliqués. Mais voilà, donc on va vous partager un outil tout à l'heure pour le calculer. Donc vous aurez une petite Google Sheet. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est une capacité d'épargne. Donc pour pouvoir investir, il faut avoir de l'argent à investir tout simplement. Même 50 euros par mois, c'est très bien. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de minimum en fait pour investir. Je prends souvent aussi ça comme exemple, mais il y a 20, 30 ans, c'était compliqué d'ouvrir un compte titre. Enfin, c'était compliqué, c'était à sa banque. Il n'y avait pas cette notion d'action fractionnée, donc on était obligé d'acheter des actions complètes. Et aujourd'hui, on a des outils qui permettent d'investir 1 euro dans des actions, dans des ETF qui sont donc des paniers d'actions. Bref, tout devient beaucoup plus accessible. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir 200 euros, 300 euros, 500 euros pour investir, même 50 euros, même 10 euros, même 5 euros, ça suffit. L'important, c'est voilà, c'est d'être plutôt régulier parce que c'est vraiment un marathon. Et l'autre point que je rappelle aussi, c'est voilà, si on a des dettes un peu toxiques, genre rembourser des crédits à la conso qui avec des taux qui sont supérieurs à 10%, bah voilà, mieux vaut les effacer, ces dettes, parce que c'est un peu l'effet boule de neige, mais à l'envers, quoi, ça coûte très cher. Il est possible de faire ça en parallèle, hein. Par exemple, si vous n'avez pas de matelas de sécurité, c'est bien de se concentrer sur ça, mais vous pouvez tout à fait bah, construire votre matelas et commencer à investir en parallèle. Donc voilà. Ce petit outil, on va vous partager le lien là dans le chat, mais en gros, on a fait un outil qui permet de déterminer son matelas de sécurité selon sa situation. Voilà, il est gratuit, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez même le modifier à votre guise pour en faire un outil qui vous ressemble. Mais voilà, c'est assez pratique pour savoir combien on doit mettre de côté. Ensuite, la question, c'est de savoir quel type d'investisseur ou investisseuse vous êtes. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire, un, bah, quel est votre horizon de placement? Est-ce que c'est inférieur à 3 ans? Est-ce que c'est entre 3 et 10 ans? Est-ce que c'est supérieur à 10 ans? Euh, Il y a des nuances ici. Par exemple, on peut très bien avoir un projet long terme qui est donc sur, je sais pas, un projet retraite, qui peut être sur 30 ans, 40 ans, etc. Et on peut avoir des projets court terme, avoir un enfant dans 2 ans, dans 3 ans, s'acheter une maison, bref, ça peut être plein de sujets différents et donc on peut voilà, avoir différents horizons. Deuxième, c'est quelle est votre tolérance au risque? Donc est-ce que je suis un profil plutôt prudent? Est-ce que je suis plutôt un profil équilibré ou un profil dynamique?
Donc, la différence entre cela, enfin, entre ces différents profils, c'est que vous n'allez pas investir dans, comment dire, dans les mêmes actifs, tout simplement. Si vous avez un profil prudent, bah, la crypto, c'est peut-être à éviter. Donc, ouais, t'inquiète pas, Christopher, je reviendrai sur les produits, justement, après. Je vous donnerai des détails, justement, sur les actifs à utiliser ou autres. Et ensuite, bah voilà, c'est de déterminer ses objectifs. Est-ce que voilà, mon objectif, pardon, c'est la retraite? Est-ce que c'est financer un projet? Est-ce que c'est générer des revenus? Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah j'ai pas vraiment d'objectif parce que bah ouais, la retraite, ok, ça en est un, mais j'ai pas plus d'objectifs particuliers que ça. Et ce que j'aime bien répéter, c'est que investir, c'est un peu s'acheter vraiment du temps dans le futur, quoi. Donc cet argent que vous mettez de côté, que vous investissez, bah, dans 10, 20, 30 ans, elle vous servira à, je sais pas, accepter un temps partiel pour, par exemple, vous consacrer à un hobby ou à votre famille. Bref, si vous n'avez pas de projet particulier, dites-vous que bah, cet argent que vous investissez, c'est potentiellement du temps que vous achetez dans le futur. Et comme on le sait, le temps, c'est extrêmement précieux parce qu'une fois qu'il est écoulé, bah, il revient pas. Donc ça, je voulais partager. Ah non, ça c'est un autre outil, pardon. Je vous ai partagé, mais on en a un deuxième, c'est pour déterminer son profil d'investisseur. Donc est-ce que je suis un profil plutôt agressif, un profil plutôt modéré, un profil conservateur, bref, tout ça. Et encore une fois, bah, ça vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit. Ça vous aidera justement à choisir les actifs dont on va parler un peu plus tard. Pareil, là, on va vous partager le lien. Voilà. Donc là, il est accessible gratuitement, si je ne me trompe pas, sur notre shop. Donc vous pouvez y aller et l'utiliser et en faire ce que vous voulez aussi. Le risque, ouais, je voulais faire un petit crochet risque parce qu'il y a différents types de risques. Euh, on a du risque qu'on appelle le risque de volatilité, c'est-à-dire les fluctuations, par exemple, d'une action, je ne sais pas, Nvidia qui va prendre 20%, puis qui va chuter de 20%, ou les cryptos, etc. Donc ça, c'est la volatilité, c'est les fluctuations. Donc il y a des actifs qui sont très peu volatiles. Si je prends un exemple, mais euh, Coca-Cola, par exemple, est une action qui est moins volatile que Palantir ou Lemonade, bref, des actions beaucoup plus orientées croissance rapide. Donc ça, c'est la première chose. La volatilité, c'est normal, mais voilà, il y a des personnes qui sont pas à l'aise. Par exemple, pendant la crise du Covid, j'ai une amie qui avait investi un peu avant et qui a paniqué quand ça a chuté de 20% et qui a vendu parce que du coup, elle n'était pas prête à cette volatilité. Mais voilà, c'est normal, ça monte, ça descend, mais sur le temps, ça se lisse. Ensuite, le risque, bah, c'est la perte permanente de capital. Vous pouvez tout à fait, voilà, moi j'ai investi dans des startups qui ont été rachetées, mais du coup, il n'y avait pas de... Les investisseurs, enfin, j'étais pas en gros dans la bonne catégorie d'investisseurs, donc j'ai rien touché, pour faire simple, parce qu'elle a été rachetée moins cher que la valorisation à laquelle j'ai acheté les actions. Et voilà, j'ai perdu l'argent tout court, j'ai rien reçu. Donc, ça, c'est hyper important à prendre en compte parce que bah, voilà, on n'a pas envie de perdre son capital. Donc, la clé, c'est vraiment d'adapter votre stratégie à votre horizon et pour ne jamais être forcé de vendre au mauvais moment. Et c'est pour ça aussi que vous avez ce matelas de sécurité. C'est se dire, bah, en fait, je, si jamais, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai besoin d'argent, paf, crise Covid, mes actions perdent 20%, je suis à moins 20%, je dis n'importe quoi, hein, je caricature. Mais du coup, si je suis obligé de vendre ces actions à ce moment-là, bah c'est pas top quoi. Donc c'est pour ça que c'est mieux de piocher dans ce matelas de sécurité. Il y a plein d'autres risques. Il y a le manque de liquidité, c'est-à-dire que je peux pas vendre l'actif, donc je peux pas récupérer l'argent rapidement. Encore une fois, les startups, c'est un exemple. Un bien immobilier, c'est un autre bien qui manque de liquidité. Je peux pas vendre mon appart comme ça du jour au lendemain. Une action, oui, je peux la vendre quasiment instantanément. Et voilà, il y a des risques de hack, des risques d'arnaque. J'en ai vu pas mal, des potes qui ont dit voilà, venez rejoindre un groupe WhatsApp pour gagner 700% dans des cryptos. Il rejoint, ça monte, ça monte, ça monte, et après, quand il veut retirer l'argent, bah, il n'y a rien, donc arnaque. Donc voilà, faut faire gaffe vraiment à tout ça. On va passer maintenant justement aux grandes classes d'actifs. Encore une fois, on va faire un focus seulement sur les plus liquides, c'est-à-dire
Je les ai notés ici, mais en gros, on va parler de la classe monétaire. Donc, le monétaire, c'est quasiment similaire au cash, si on doit faire une caricature, c'est-à-dire que bah, voilà, volatilité, elle est très faible, la liquidité, elle est immédiate, et ça rapporte entre bon, 3-4%, mais ça peut être entre, voilà, disons plutôt de 2,5 et 3,5. Donc là, il y a quelques exemples, mais si vous investissez comment dire, dans des actions, enfin des obligations d'État court terme, ça peut être considéré du monétaire. Donc par exemple, ceux qui ont Revolut, vous avez des comptes rémunérés, euh, on peut considérer ça du monétaire parce que eux, ce qu'ils vont faire Revolut, c'est qu'ils vont investir dans des actifs très court terme et en échange, du coup, ils vont récupérer un taux d'intérêt et donc ils vont rémunérer les utilisateurs. Donc ça, c'est le monétaire. On peut considérer aussi le fonds euro, on entend parler aussi souvent du fonds euro comme du monétaire, donc c'est quelque chose voilà, qui ne va pas perdre, il n'y a pas de risque de perte en capital, il rémunère un petit pourcentage. Ensuite, on a les obligations. Donc les obligations, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir une volatilité faible, moyenne, élevée, parce que les obligations peuvent voir comment dire, leur cours évoluer. Donc là, sur les rendements, on peut être autour de 3-5%. Alors, j'ai dit voire plus parce que il existe des obligations, par exemple, de pays émergents, donc avec un risque plus élevé. Donc une obligation, c'est juste un prêt. Vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à un État, et en échange, cette entreprise ou cet État vous donne des intérêts. Exactement comme quand vous faites un prêt bancaire, et sauf que vous donnez des intérêts à la banque. Bah là, c'est un peu la même chose, mais avec un État ou une entreprise. Et donc, il y a parfois des entreprises, donc des petites et des grandes entreprises qui émettent des obligations pour se financer en plus des actions. Donc voilà, il peut y avoir des rendements qui peuvent être entre du 2% jusqu'à 10, voire plus. Et donc il peut y avoir des risques différents selon les obligations. La liquidité, j'ai écrit qu'elle était bonne parce que bah, vous pouvez vendre très rapidement une obligation. Et la volatilité, par contre, elle peut être plus ou moins élevée. Par exemple, quand il y a eu la crise, euh, bah, on est toujours un peu en crise, mais crise politique en France avec le budget qui galère, etc. Bah, il y avait des fluctuations de prix assez élevées sur le marché obligataire français, bah, à cause de ça, justement, pareil aux États-Unis actuellement. Bref, ça peut aussi bouger pas mal. Et finalement, les actions, voilà, ça peut être une volatilité très élevée pour certaines actions. La liquidité, elle est excellente pour la grande majorité des actions. Une action d'une startup n'est pas liquide. Une action de Apple est très liquide. Vous pouvez la vendre du jour au lendemain. Et voilà, j'ai ajouté les horizons à côté. Donc, quand vous investissez dans des actions, c'est plutôt long terme. Le monétaire, c'est pour ce qui est plutôt court terme parce que bah, voilà, il n'y a pas de risque de perte en capital. Les obligations, bah, ça peut aller de 3 ans à 8 ans et plus. Donc, c'est beaucoup plus flexible. Ça, c'est des rendements historiques, hein, moyens. Et comme toujours, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Et d'ailleurs, tout ce que je vais dire aujourd'hui, je ne l'ai pas dit au début, mais n'est pas un conseil en investissement financier. Ceci étant dit, donc ouais, le monétaire, je vous l'ai dit, donc c'est voilà, les livrets réglementés, ça peut être considéré comme du monétaire, même si c'est pas exactement ça, mais bon, on peut le mettre là-dedans selon moi. C'est intéressant parfois de faire des caricatures parce que ça simplifie les choses. Le capital et les garanties, les rendements sont proches de l'inflation, c'est bien pour le matelas de sécurité, des objectifs à court terme. Vous voulez placer je sais pas, un apport pour une maison que vous allez acheter dans 2 ans, bah, ça peut être un endroit où vous pouvez placer cet argent. Ça peut être un fonds pour les opportunités. Donc se dire, bah, en fait, si demain les marchés chutent, j'ai envie d'avoir une petite poche accessible rapidement pour bah, investir encore plus quand ça chute. Moi, par exemple, je sais pas, mais quand il y a eu, bah, encore une fois, si on prend la période Covid et que ça a chuté de 20%, bah, c'était intéressant à ce moment-là peut-être de rajouter davantage. Donc voilà. Et ça peut être un parking temporaire en attendant d'investir. Donc vous avez reçu un héritage, vous savez pas trop dans quoi investir, bah, vous pouvez peut-être le placer sur ce type d'actif-là. La limite, c'est vraiment que ça fait que préserver, ça fait pas vraiment croître votre capital, votre patrimoine. Donc voilà, bien garder ça en tête.
C'est pas forcément pour tout, c'est pour des objectifs plutôt court terme ou de sécurité, comme le matelas. Donc les obligations, ce que je disais, vous prêtez de l'argent à l'État, une entreprise, c'est un coupon régulier que vous recevez et un remboursement à l'échéance. Alors il y a différents types d'obligations, il y en a certaines qui n'ont pas de coupon. Le coupon, c'est ce que vous recevez régulièrement, donc c'est les rendements, quoi, on va dire, pour simplifier. La volatilité, comme je disais, elle est modérée, mais attention, il y a un mais. Le cours des obligations fluctue dans le temps. Donc, le jour de l'émission, on va faire un cours rapide d'obligations, même si c'est pas forcément hyper simple à comprendre, mais imaginons le jour de l'émission de l'obligation, une entreprise va émettre donc une obligation qui donc coûte, on va dire, c'est pas le bon mot, mais 100 euros. On va simplifier. Euh, à échéance, donc à maturité, comme on dit, l'entreprise devra vous rembourser les 100 euros que vous avez prêtés. Et pendant la durée de vie de l'obligation, elle va verser, comment dire, elle va verser des coupons. Donc c'est les intérêts qu'elle vous verse régulièrement. Mais du coup, entre ce moment d'émission et la maturité, bah, le prix peut varier. Donc une obligation peut, elle valait 100 au début, à un moment donné, elle peut coûter 80 ou 120. Et donc ça varie et ça fluctue avec le temps. Donc il peut quand même y avoir des risques de perte en capital si vous vendez l'obligation avant la maturité. Donc voilà, le marché obligataire, il n'est pas hyper simple à comprendre, mais voilà, au moins vous avez le fonctionnement basique. Euh, donc je disais, il y a des obligations d'État, des obligations d'entreprise, des obligations courte durée, longue durée, moyenne durée. Euh, En général, c'est bien de plutôt être sur du long terme, mais voilà. Et puis, il y a aussi des ETF obligataires, il y a des obligations que vous pouvez acheter en direct. On va pas rentrer dans les détails, mais pour une personne débutante, en général, c'est mieux de se diriger plutôt vers les ETF, un peu comme les actions aussi. Donc les ETF, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est simplement un panier d'actions ou d'obligations. Donc plutôt que d'acheter une action Apple, une action Nvidia, une action Palantir, etc., vous achetez un ETF qui contient tout ça, et donc c'est beaucoup plus simple et ça permet de diversifier instantanément, d'avoir moins de frais, etc., etc. Et donc les actions, qu'est-ce que c'est? C'est vous devenez propriétaire de parts d'entreprise. En gros, c'est un titre de propriété, tout simplement. Le potentiel de croissance, il est plus élevé parce que si l'entreprise dans laquelle vous avez investi, elle connaît une forte croissance, bah du coup, sa valorisation va augmenter et donc vos actions aussi vont prendre voilà, de la valeur. On parle en général je suis resté conservateur, mais on parle de 6-9% par an, voire plus. Donc, j'ai pas les chiffres en tête, mais le S&P 500 sur les 20 ou 30 dernières années, on est autour de 10% par an. Alors, euh, il y a des années où ça va perdre 20%, d'autres années où ça va prendre 25%, mais voilà, quand on lisse, c'est à peu près ça. On est sur 6-10% par an, on va dire. Euh, la volatilité, elle est plus importante. Donc, on peut avoir, par exemple, une action qui va perdre 40% de sa valeur. Si vous prenez, je sais pas, certaines actions autour de la bulle Internet, par exemple, Amazon, ça fait peur, quoi. Si vous regardez post 2000, euh, c'était assez violent. Mais voilà, donc il faut attendre souvent plus longtemps. Et une obligation, en effet, comme dit Ronan, peut aller à zéro. C'est ce que j'ai pas dit avant, mais ça peut arriver. Si un État fait faillite, une entreprise fait faillite, elle ne peut pas rembourser, l'obligation va à zéro, donc il y a un risque à ce niveau-là aussi. Merci pour le rappel. Historiquement, les actions, alors ça reste des probas, hein, on ne peut pas connaître le futur et je le répète régulièrement, mais sur du 15 ans et plus, ça dépend des marchés aussi, donc il y a toujours des nuances. Si vous prenez le Japon entre les années 90 et récemment, bah, c'était pas joli joli et c'était pas très. Enfin voilà, c'était assez flat. Ça connaissait pas de croissance. Mais si on regarde les États-Unis sur les 15 ans, 20 ans, 30 dernières années, sur 15 années, il y a 95% de chances, en gros, que ce soit dans le positif. Donc, mais à prendre avec des pincettes, hein, encore une fois, on peut pas connaître le futur. Donc, quand utiliser les actions, bah, c'est souvent plutôt du long terme, comme je disais. Donc, c'est 8 ans, 10 ans, plus.
Alors oui, certains vont se dire, bah, on peut investir dans certaines actions si j'ai un horizon de 5 ans. Oui, c'est vrai, mais bon, là, ça reste des recommandations plutôt généralistes. Donc ici, c'est vraiment pour se constituer votre patrimoine, quoi. Contrairement au monétaire, etc., plutôt qui est là pour conserver ce patrimoine. Et encore, on ne le conserve pas vraiment parce qu'avec l'inflation, bah, on voit que ça chute, la valeur, enfin le pouvoir d'achat de cet argent. Mais voilà, là, c'est pour vraiment faire croître la boule de neige. La volatilité, comme je disais, bah, c'est enfin, volatilité court terme, il faut être OK avec ça. Ça nécessite beaucoup de discipline et de patience et de sang-froid, souvent, de pas se dire, OK, waouh, ça a chuté de 20%, il faut que je vende. Donc voilà, il faut vraiment être OK avec ça et être conscient de ça. Euh, et les cryptos, qui sont, voilà, on va dire, un actif émergent, volatile encore, mais qui, comme je dis, est en voie de stabilisation. Donc, quand on regarde la volatilité du Bitcoin il y a, je sais pas, 10 ans et aujourd'hui, c'est pas du tout la même. Ça se stabilise un peu. Alors, là, le Bitcoin, il a perdu 39%, je crois, si je me trompe pas, depuis le pic de octobre dernier ou novembre. Donc voilà, ça reste une grosse chute. Mais on est loin des plus 200, moins 100 d'il y a quelques années. Alors, il y a des cryptos, elles peuvent faire moins 100%, vous avez tout perdu, et d'autres qui peuvent faire plus 2000, mais voire plusieurs millions certaines. Euh, Encore une fois, je pense que pour quelqu'un qui débute, se focaliser vraiment sur les deux géants des cryptos, on en reparlera après, donc Bitcoin et Ether, bah, c'est largement suffisant, quoi. Sauf si vraiment vous aimez ce sujet-là et que vous voulez aller dans les cryptos un peu nébuleuses ou les mêmes coins, etc., c'est OK sur une petite partie de votre patrimoine. Là, quand je parlais d'une allocation de 5-15%, alors 15%, c'est vraiment pour les plus, ceux qui ont un niveau de risque très élevé. Par exemple, moi, je suis OK pour avoir cette répartition-là. Mais aujourd'hui, si on prend par exemple certaines banques d'affaires, donc vraiment des grosses banques, commencent à conseiller à leurs clients du 2-5% d'allocation de leur patrimoine en crypto. Donc même les grosses banques, alors je ne sais plus si c'est Goldman ou JP Morgan, mais bref, une grosse banque d'affaires qui commencent à recommander ça à leurs clients fortunés. Donc voilà, les risques volatilité extrême, il y a un risque de hack quand vous investissez dans des cryptos un peu dans la DeFi ou etc. ou que vous placez dans des portefeuilles. Bah et voilà, vous pouvez perdre votre argent, c'est arrivé très souvent. Il peut y avoir un manque de liquidité pour certaines cryptos, c'est-à-dire que vous essayez de vendre, mais il n'y a pas assez de personnes qui veulent acheter ou vendre. C'est pas du tout le cas pour le Bitcoin parce que là c'est très liquide. Mais voilà, ça dépend vraiment des cryptos, mais en tout cas, il faut être au courant de ça. Euh, Et pour le positionnement, ce que je disais, c'est que c'est pour moi en tout cas, alors dans mon portefeuille, je le vois pas comme optionnel, mais pour beaucoup de personnes, ça reste quelque chose d'optionnel et c'est pas du tout la base. Voilà, vous n'avez pas les actions restent la base, mais pas les cryptos. Alors ça se discute. Il y en a certaines personnes ils vont dire, mais non, c'est la base. J'y crois à 100%. Donc j'y vais all-in. Voilà, ça reste un point de vue. Et donc, voilà, à prendre avec des pincettes. Alors maintenant, on va passer à la comparaison un peu entre tout ça, action versus obligation. Donc là, on est clairement sur un compromis entre le rendement et le risque. Donc sur le long terme, les actions ont forcément un rendement qui est supérieur, mais avec des fluctuations plus importantes. Les obligations, c'est beaucoup plus stable, mais avec du coup un rendement plus limité. Euh, le principe le plus simple à retenir, c'est plus vous avez du temps devant vous, plus vous pouvez prendre de risques et donc avoir un patrimoine, enfin vos investissements concentrés en actifs risqués, donc en actions. Et plus l'échéance est proche, alors l'échéance, ça veut dire quoi? Ça veut être retraite ou je sais pas, vous avez un projet à sécuriser et donc vous devez sécuriser le capital. Ben, plus vous approchez de cette échéance, plus vous devez sécuriser en
convertissant des actions en obligations ou en monétaire, comme je disais. Les erreurs à éviter, donc ouais, il y en a deux principales, il y en a plein d'autres, mais en gros, c'est ce que je disais, c'est être 100% action, alors que vous avez besoin de cet argent dans 2 ans, parce que bah, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 2 ans, et il peut y avoir un crack boursier, 1000 trucs, je sais pas, tension géopolitique, tout ça, tout ça. Donc évitez d'être 100% en action si vous savez que vous allez avoir besoin de cet argent dans 1 an, 2 ans. Alors même 3 ans, ça reste limite, mais au-dessus de 3 ans, c'est OK et encore. Et l'autre, bah, c'est l'inverse, d'être 100% obligation alors que vous avez un horizon qui est de 30 ans ou plus, quoi. Parce que là, du coup, vous perdez la capacité des actions, bah, du coup, à générer ces intérêts composés. Action crypto, bah, la différence fondamentale, alors, pareil, ça se discute aussi. Euh, les actions, vous investissez dans, entre guillemets, quelque chose de concret, donc des entreprises qui vont produire de la valeur, etc. Alors que les cryptos, on est plus sur un pari sur l'adoption, mais attention, nuance, je dis pas pour toutes les cryptos. Le Bitcoin, c'est vrai, on est sur un actif, donc une crypto-monnaie, même si c'est pas une monnaie, crypto-actif, on va dire. Où là, le pari, c'est vraiment qu'il va y avoir une augmentation de l'adoption de cette crypto-là, qui va faire qu'elle va prendre de la valeur parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en achètent, donc offre et demande. Il n'y a que 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura pas plus. Donc, bah, plus il y a de gens qui en achètent, plus le prix va augmenter. Donc, peut avoir un effet de réserve de valeur, un peu comme l'or. C'est un peu le même système. D'ailleurs, on dit souvent que le Bitcoin, c'est l'or numérique. Bref, il y a des gens qui sont pour et contre ça, on va pas rentrer dans les détails. Mais il y a des cryptos, si on prend Ethereum par exemple, c'est une blockchain sur laquelle on peut développer des applications, des smart contracts. Donc il y a une forme de création de valeur et de génération de revenus, un peu comme une entreprise. Donc c'est pour ça que je disais que ça dépend des cryptos. Ensuite, action versus crypto, bah, il y a une question d'historique. Les actions, bah, on a 100 ans et plus d'historique. Les cryptos, bah, on a 15 ans, enfin, ouais, à peu près 15 ans. Donc voilà, on n'a pas trop de recul. Encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit la base. Ça ne veut pas dire que dans 100 ans, on se dira, ah ouais, ils étaient fous de ne pas croire dans les cryptos, ou inversement, quoi. Mais voilà, prenez bien ça en compte. Et donc le principe, ouais, je me dis, avoir une base d'actions 70 à 90%. Alors pareil, ça, on va y revenir après, hein. Les pourcentages peuvent varier, il y a des systèmes pour les calculer. Mais voilà, on va partir sur cet ordre de grandeur-là. Et les cryptos, ça reste vraiment satellite, bonus, pour peut-être potentiellement profiter de la forte croissance, mais de si jamais ça tombe à zéro, bah, de pas avoir tout perdu, quoi, tout simplement. Euh, Ensuite, on va parler de la diversification. Et comme je disais, c'est sûrement la meilleure des choses à faire, mais sans en abuser. Parce que je vois parfois les gens investir dans 40 actions, 30 ETF, du coup d'avoir plein de lignes. Et être surdiversifié, ça peut être un risque. Bref, on y reviendra. Le principe, il est simple, vous le connaissez, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, tout investir dans, je sais pas, Apple par exemple, bah, c'est risqué parce que si demain Apple, je sais pas, les chiffres d'iPhone, enfin des ventes d'iPhone chutent, l'action perd, bah voilà, vous avez perdu. Par contre, si vous investissez dans 10, 15, 20, 100 actions différentes, bah vous diversifiez le risque. Euh, donc en pratique, il y a plusieurs types de diversification, mais il y a une diversification entre les classes d'actifs. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, une partie dans les actions, une partie dans les obligations, une partie dans le monétaire, une partie dans les cryptos. Ensuite, il peut y avoir de la diversification géographique. Donc aujourd'hui, on sait que les États-Unis restent un peu la locomotive économique. Mais est-ce que ce sera vrai dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une émergence, je sais pas, de l'Asie? Donc voilà, de ne pas mettre aussi tous ses œufs dans le même panier d'un point de vue géographique, c'est aussi important. Et ensuite, il peut y avoir de la diversification sectorielle. Donc aujourd'hui, c'est l'IA qui connaît un énorme boom, la tech et IA.
Mais voilà, il y a aussi la santé, il y a la finance, il y a le secteur de la conso et tout ça. Donc, le résultat, c'est enfin, c'est d'essayer de réduire le risque. C'est ce qu'on cherche à faire sans trop sacrifier le rendement. Parce que bah, du coup, si on se surdiversifie, bah, le rendement a tendance à chuter. Parce que du coup, on a mis tous ses œufs enfin, ouais, on a investi dans 1 million de trucs différents. Et du coup, s'il y en a un qui prend beaucoup de valeur et d'autres qui perdent, bref, ça lisse vraiment le rendement. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui sont ultra simples, c'est ce qu'on appelle les ETF, donc les fonds indiciels en français. Ça permet donc de diversifier euh, avec un seul produit dans plein d'actifs. Donc juste si je résume rapidement ce que c'est un ETF, c'est donc un panier d'actions. Donc par exemple un ETF CAC 40, il va investir dans les 40 entreprises, les 40 plus grosses entreprises françaises. Un ETF S&P 500, donc le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Acheter un ETF S&P 500, ça veut dire investir un peu dans toutes ces entreprises. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter une action Apple, une action Coca-Cola, une action je ne sais quoi. Vous achetez juste une part de cet ETF et c'est le fonds qui va du coup investir dans toutes ces boîtes. Donc ça vous simplifie la vie grandement et souvent les frais sur ces ETF sont très bas. Donc enfin très bas. Il y a plein d'ETF différents, mais en général, un bon ETF, ça tourne autour de 0,2% jusqu'à 0,5 pour des ETF qui sont un peu plus, comment dire, actifs ou vous protègent contre certaines choses. Bref, il y a plein d'ETF différents. Mais voilà. Donc, pour moi, vous pouvez vous faire plaisir sur une partie de votre portefeuille à faire du stock picking. Donc, stock picking, c'est-à-dire que vous choisissez vous-même les actions. Euh, mais c'est quand même important selon moi, d'avoir une majorité du portefeuille dans des ETF. Surtout si vous avez une approche très passive et que vous voulez pas vous prendre trop la tête. Donc, comment je construis mon allocation? La méthode, elle est assez simple en soi. Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de définir combien j'investis tous les mois. Donc, est-ce que c'est 50 euros? Est-ce que c'est 100 euros? Est-ce que c'est 200 euros? Donc, combien je peux épargner en gros et investir? La deuxième étape, c'est donc de définir cet horizon d'investissement et votre profil. C'est ce qu'on vous a partagé. Donc tout à l'heure, vous avez la petite Google Sheet là pour définir votre profil de risque. Et ensuite, de déterminer votre horizon. Donc est-ce que l'horizon, il est court, moyen, long terme? Est-ce que vous êtes un profil plutôt prudent, plutôt équilibré ou plutôt dynamique? Et donc par rapport à ça, ensuite, vous allez pouvoir choisir les actifs. On va y revenir. Ensuite, bah voilà, c'est justement la partie, l'étape du choix de l'allocation des actifs. Donc, c'est la répartition entre actions, obligations, monétaires, crypto. Si vous avez un profil plutôt prudent, vous aurez potentiellement plus d'obligations et de monétaires qu'un profil dynamique. Un profil dynamique, il aura potentiellement plus d'actions et de crypto que vous. Euh, Parce que bah voilà, il est OK avec le risque, il va pas paniquer s'il y a une chute, il est peut-être plus OK à perdre de l'argent, tout simplement. Donc voilà, ça à prendre en compte. Ensuite, va falloir sélectionner les supports. Donc c'est-à-dire dans les actions, bah, ça va être dans quel ETF je vais investir. Est-ce que je vais investir sur un ETF S&P 500 aux États-Unis, un ETF MSCI World. Donc l'ETF MSCI World, c'est un ETF qui investit dans plus de 1000 entreprises dans le monde entier, donc en Europe, aux États-Unis. Alors évidemment, avec une surpondération des États-Unis, parce que c'est là où il y a le plus de croissance, et du coup, bah, comment dire, la répartition, elle est faite grâce à ça. Donc voilà, il y a plein d'ETF différents. Et ensuite, ça va être aussi, bah, dans les cryptos, par exemple, bah, de sélectionner plusieurs cryptos. Donc moi, enfin, ce que je recommande en souvent, si vous voulez vous lancer dans les cryptos, bah, n'allez pas beaucoup plus loin que les deux principales, quoi. Donc Bitcoin et Ether. Oui, les personnes qui investissent beaucoup en crypto, elles vont vous dire, mais oui, mais il y a plein de projets qui sont intéressants. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai le temps d'aller analyser chaque projet, etc. Après, c'est vous aussi à vous. Une question à se poser, c'est aussi l'énergie que vous avez à consacrer à vos investissements. Parce que si, je sais pas, vous n'avez pas le temps, bah ouais, vous n'allez pas pouvoir analyser chaque action, chaque crypto, etc. L'étape 4, c'est la partie automatisation. Donc, essayez d'automatiser au max. Pourquoi? Alors, pour deux raisons. Déjà, ça vous enlève une charge mentale. Et deux, ça vous permet
d'avoir une discipline et de ne pas succomber euh, à la tentation de vendre ou d'acheter. Donc l'idée, c'est de mettre en mode pilote automatique et de plus vraiment regarder. Donc il y a des applications aujourd'hui qui permettent d'automatiser. Moi, j'utilise par exemple Trading 212, il y a Trade Republic aussi qui est très bien. Et quoi d'autre? En crypto, vous avez toutes les apps modernes, Kraken, Coinbase, Paymium, etc., qui permettent d'automatiser vos investissements. Vous avez même de la gestion déléguée où donc vous avez par exemple des acteurs comme Yomoni, Nalo, etc. Vous pouvez ouvrir une assurance vie, un PEA. On va revenir sur ça après, vous inquiétez pas. Bref, euh, vous avez plein d'outils qui permettent d'automatiser tout ça. Et l'étape 5, c'est rééquilibrer, justement. Si vous avez dit j'ai 60% d'actions et 40% d'obligations, si à la fin de l'année, vous avez 80% d'actions et 20% d'obligations parce que les actions ont pris de la valeur, bah, c'est pas mal de rééquilibrer de temps en temps ça. Pourquoi? Parce que, un, ça permet de vendre quand les prix sont élevés et d'acheter quand les prix sont bas. Parce que du coup, s'il y a une différence, bah, voilà, ça vous force un peu à faire ça. Et deux, ça vous permet de conserver justement le portefeuille qui ressemble à votre horizon, quoi. Donc voilà, des exemples d'allocation. Donc si vous êtes un profil prudent, potentiellement, bah, vous aurez, voilà, horizon moins de 5 ans, vous aurez par exemple 40% de monétaire, 50% d'obligations et peut-être 10% d'actions. Ça reste des exemples hein, ici. Euh, donc à prendre avec des pincettes, encore une fois. Chaque personne a un peu un profil différent. Profil équilibré, 5-15 ans, bah, du coup, lui, il va avoir potentiellement plus d'actions parce qu'il a voilà, il a plus de temps devant lui, donc il peut être sur du 50%, 40% d'obligations et 10% de monétaire. Un profil dynamique, bah, lui, il aura très peu de monétaire, ou alors ce monétaire, il sera là pour, comment dire, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir un fonds d'opportunité. Profiter de baisse, par exemple, ou du coup, s'il a vendu quelque chose et qu'il du coup, il veut le parquer pendant quelque temps, bah, il peut l'avoir sur du monétaire. Il aura un peu d'obligations, il aura beaucoup d'actions et peut-être un peu de crypto. Et un profil très dynamique, avec un horizon très long terme, bah, il peut avoir zéro de monétaire ou un peu, encore une fois, peu ou pas d'obligations et une majorité d'actions et de crypto. Euh, ça reste des exemples, encore une fois. Il y a des règles qu'on voit souvent dans l'univers des finances perso. Il y a une formule qui est assez simple pour euh, déterminer du coup le pourcentage actions obligations. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein, c'est une généralité. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que le pourcentage d'actions de votre portefeuille, c'est 100 moins votre âge. Donc voilà, si vous avez 30 ans, bah, vous pouvez partir sur du 70% actions, 30% obligations. 65 ans, bah, plutôt du 35% actions, 65% obligations. Alors, j'ai pas inclus les cryptos, mais du coup, vous pouvez facilement les inclure quand je vous ai donné les ordres de grandeur, du coup, entre 0 et 10%. Bah voilà, ça pourrait être, je sais pas, sur le premier à 30 ans, là, ça pourrait être 70% d'actions, 25% d'obligations et 5% de crypto. Donc, vous pouvez facilement modifier ça pour que ça s'adapte. Et il y a une version un peu plus moderne, vu que voilà, il y a une espérance de vie plus longue, c'est de partir plutôt de 120, moins votre âge. Donc voilà, vous inquiétez pas, hein, je vous partagerai le replay, tout ça, donc vous aurez accès. Mais bon, si vous voulez prendre des notes, vous pouvez aussi. Mais voilà, c'est un point de départ, pardon, à ajuster selon votre situation personnelle, comme d'hab. Et ensuite, vous allez adapter ça au fil de l'eau. Entre 20 et 45 ans, on est sur la phase d'accumulation. Là, vous avez un max d'actions ou de crypto, vous pouvez prendre plus de risques. Vous avez un horizon très long devant vous. Vous avez une capacité à traverser les crises parce que justement, vous avez du temps devant vous. Ensuite, bah, du coup, vous arrivez un peu plus proche de la retraite. Donc là, on va être plutôt sur la consolidation. On va commencer à vendre les actions. On va commencer voilà, à réduire son exposition aux actions, aux actifs un peu plus risqués pour bah, commencer à sécuriser sa retraite et pas arriver à 65 ans. J'ai que des actions et paf, crack boursier qui dure 10 ans. Mon patrimoine a fondu de 50%. Je comptais sur ça. Voilà, c'est le type de situation dans lequel on n'a pas envie d'arriver. Euh, et ensuite, bah, du coup, la phase de préservation. Donc, on est plus on est plus à la retraite, quoi. Là, on veut protéger son capital. On peut avoir une partie d'action, hein,
les personnes qui ont un très gros patrimoine, même à la retraite, peuvent avoir une partie d'action parce qu'elles peuvent se permettre de perdre cet argent. Donc c'est OK. Mais ça dépend aussi, encore une fois, de votre situation. Et donc là, on est vraiment focus sur revenu et stabilité. Et comme je disais, voilà, c'est pas binaire du tout, c'est progressif, il faut voir ça avec le temps. Euh, Maëva, ouais, je reviendrai sur la partie automatisation tout à l'heure sur les questions, mais on pourra en reparler. On va parler justement des enveloppes fiscales. Il y en a plein. Le PEA, assurance vie, PER, CTO, avec plein d'acronymes qu'on adore. Euh, donc, comment, voilà, comment choisir dans tout ça? Donc, selon moi, il y a des points de vue qui diffèrent, hein. Selon moi, le PEA, donc le plan d'épargne en action, est à prioriser. Alors, prioriser, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que PEA. Loin de là, c'est juste qu'il faut prioriser. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'au bout de 5 ans, vous êtes exonéré d'impôts. Vous avez seulement les prélèvements sociaux, donc c'est-à-dire 10,2% sur les plus-values. Donc c'est-à-dire que si au bout de 5 ans, vous voulez retirer votre argent pour X raison, bah, au lieu de payer la flat tax 30%, bon, elle va sûrement évoluer, bah, vous paierez que 17,2% sur cette plus-value. Donc c'est pas rien, c'est même énorme. Et donc je pense que cette enveloppe-là, donc le PEA, est vraiment idéale pour stocker tout ce qui est ETF et actions. Le problème, c'est que le PEA est limité aux actions européennes, mais des banques, les fonds, etc., ont trouvé un moyen de contourner ça. Donc même dans un PEA, vous pouvez investir. C'est passé à 18,6, ouais. J'ai pas suivi toutes les évolutions, mais ouais, ça bouge vite en ce moment. Mais donc je disais quoi? Oui, les actions européennes, ouais, il y a des fonds qui ont trouvé un moyen de contourner ça, qui permet du coup d'investir dans le Nasdaq, sur des actions de pays émergents ou autres dans le PEA. Donc voilà, vous pouvez même diversifier le MSCI World. En effet, il y a plein d'ETF différents. Donc voilà, PEA vraiment top. 31, mais ouais, ça dépend. C'est pas pour tout le monde la flat tax à 31, il me semble. J'ai un doute. Je réponds à Catherine en même temps. Voilà, mais le plafond est à 150 000. Donc en gros, vous pouvez mettre que 150 000 euros dessus. Une fois que les 150 000 sont atteints, bah, le capital peut croître si les actions prennent de la valeur, mais vous pourrez plus verser. Donc voilà, priorisez ça. Ensuite, bah, du coup, il y a l'assurance vie. Donc là, on est sans plafond. Vous pouvez ouvrir. Ah oui, le PEA, l'autre limite, c'est que vous pouvez avoir qu'un seul PEA. Si vous êtes en couple, vous pouvez avoir deux PEA, mais il y en a un seul par personne. Assurance vie, bah ouais, il y en a plein de différentes possibles. On peut en ouvrir autant qu'on veut. On peut y mettre plein d'actifs différents, des matières premières, des actions, des SCPI, donc de l'immobilier. Donc on peut mettre vraiment plein de choses. Et après 8 ans, on a aussi des avantages fiscaux. Par exemple, on a un abattement annuel, 4 600 euros sur l'assurance vie, et une fiscalité un peu plus avantageuse, mais moins que la partie comment dire, PEA. Donc elle est plus flexible aussi parce qu'on peut mettre plus de choses dedans, on peut en ouvrir plein, donc on peut vraiment avoir peut-être plusieurs assurances vie par exemple si on a plusieurs projets différents. Donc voilà, et c'est pas mal pour la partie obligation parce que dans le PEA, on ne peut pas mettre d'obligation. On peut en mettre dans une assurance vie, on peut mettre des ETF obligataires, mais pas dans le PEA et le compte titre, on peut aussi mettre des obligations. Le compte titre, bah, ce qui est avantageux, bah, c'est que on a accès à vraiment un tas de produits, actions américaines. Donc, si je veux investir dans Apple, je pourrais pas le faire dans le PEA, mais je pourrais le faire dans le compte titre. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de plafond, je peux en ouvrir autant que je veux. Il y a la fiscalité, donc toujours la même, 31% ou 30, j'ai pas les derniers chiffres. Mais voilà, c'est pas mal si vous voulez compléter le PEA ou si vous voulez investir dans, par exemple, si je disais tout à l'heure, ceux qui veulent faire du stock picking, bah, le compte titre ordinaire pour des actions hors Europe, bah, en fait, vous n'avez pas le choix, quoi. Donc voilà. Et ensuite, bah, du coup, il y a le PER, le plan d'épargne retraite, qui, selon moi, est intéressant seulement si vous avez un taux marginal d'imposition supérieur à 30%. Alors pourquoi? On va pas rentrer dans les détails parce que le temps passe vite. Mais le PER, ouais, c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez déduire des impôts ce que vous investissez avec une limite, évidemment. Mais par contre, vous avez des impôts à la sortie. Donc si aujourd'hui, vous avez un taux d'imposition très élevé, donc plus de 30%,
et que vous pensez qu'à la retraite, vous pourrez du coup avoir peut-être un taux marginal d'imposition plus bas, bah, ça peut être intéressant. Donc vous décalez en fait l'imposition. Il y a des calculs à faire. On avait écrit une édition sur ça justement. On pourra vous la repartager dans le mail de récap, mais voilà. Et les cryptos, bah, je recommande encore une fois le plan épargne entreprise. Ouais, je peux répondre là puisqu'on y est, mais oui, ça peut être intéressant le plan épargne entreprise, surtout si l'entreprise abonde aussi. Enfin voilà, il y a des ça dépend des entreprises à voir, mais ça peut être intéressant pour ça. Mais voilà, à creuser aussi. Et pour les cryptos, encore une fois, pour une personne qui débute, franchement, ouais, aller sur les exchanges régulés les plus gros du secteur. Donc, je parlais de Coinbase tout à l'heure, de Kraken. Il y a des Français, il y a Paymium, il y a CoinHouse. Il y en a pas mal avec des avantages et des inconvénients chacun. Binance, qui est très bien aussi, qui pour les débutants est peut-être un peu plus complexe. Donc, voilà, à voir. Mais voilà, il y en a plein qui sont très bons. Pas forcément dès le début besoin de mettre sur un hardware wallet comme un Ledger. Si vous investissez quelques centaines d'euros, c'est voilà, dès que ça vient plus gros, crypto.com est très bien aussi. Euh, Ensuite, ouais, là du coup, je vais parler plutôt des supports, donc de privilégier la simplicité. Comme je disais, je vais passer assez vite là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. Pourquoi les ETF? Donc, c'est les paniers d'actions, les frais sont très faibles, entre 0,1 et 0,5. C'est transparent, c'est liquide, vous pouvez vendre quand vous voulez, ça suit un indice de référence, donc ça peut être le CAC 40, le S&P 500, mais ça peut être aussi des thèmes, donc le thème IA, le thème santé, le thème bio, bioscience, bref, il peut y en avoir plein. Le plus diversifié, on va dire que c'est le MSCI World avec 1600 actions à l'intérieur. Le S&P 500, si on veut se focaliser sur les entreprises américaines. On a l'ETF Europe Stoxx 600, c'est donc 600 entreprises européennes. Il y a des ETF obligations gouvernementales. Bref, il y en a plein. Et je pense que pour quelqu'un qui débute, sauf si vraiment c'est votre passion et que vous aimez faire ça, et c'est tout à fait OK, d'éviter les actions individuelles. Parce que du coup, le risque se concentre. Et voilà, donc un peu pour s'amuser, c'est OK, mais du coup, je concentrerai la majeure partie de mes invests plutôt sur des ETF. Et éviter aussi les fonds actifs avec beaucoup de frais, les produits structurés. Il y a beaucoup de conseillers, etc., qui vont vous vendre des produits avec beaucoup de frais, qui ont une véritable utilité pour certaines personnes, mais en général, pas pour des personnes qui débutent ou avec un patrimoine plus bas, etc. Les produits dérivés, effets de levier, etc. Éviter. Euh, donc la mise en pratique, ce que je voulais vous dire rapidement, automatiser. Vous automatisez au max, comme je disais, Trade Republic, Trading 212, ça permet d'automatiser super facilement. On fait un DCA, donc le Dollar Cost Averaging, ça veut dire quoi? Encore un mot barbare, ça veut dire investir la même somme tous les mois dans le même actif. Donc si vous voulez investir dans l'ETF S&P 500, vous pouvez mettre 50 euros tous les mois. Et donc ça, c'est du DCA, donc le Dollar Cost Averaging, et ça, vous pouvez l'automatiser avec plein d'apps. La discipline, ne pas vendre pendant les baisses, ne pas vendre pendant les crises, c'est temporaire. Vos objectifs ils sont plutôt long terme. Donc voilà, gardez ça en tête. Le rééquilibrage, 1 à 2 fois par an, franchement, 2 fois, pas forcément nécessaire, mais ça peut être OK, pas plus en tout cas. 1 fois, c'est bien. Simplicité, n'investissez pas dans 10, 20, 30 ETF, 3, 5, ça peut suffire largement. Pareil, si vous décidez d'investir dans les actions, pas plus de 10, 15. Au-delà, voilà, comment dire, ça diminue le potentiel rendement, quoi. Ne surcomplexifiez pas. Juste rappelez-vous que la plupart des hedge funds font moins bien que des ETF indiciels sur le très long terme. Donc voilà, des gens qui sont payés très cher avec des technologies très puissantes, etc., font souvent moins bien que les ETF indiciels accessibles à tout le monde. Et la patience, donc voilà, c'est vraiment un marathon, pas un sprint. Et donc voilà, les intérêts composés, laissez-les agir. Au début, ça ne se voit pas vraiment. Et c'est au bout de 5, 10, 20, 30 ans qu'on voit vraiment ça arriver. Les erreurs classiques, bah, du coup, c'est attendre le bon moment. Tout le monde, souvent, la question qui revient, c'est est-ce que c'est le bon moment pour investir? Franchement, j'en ai aucune idée. Euh, Impossible à savoir. Euh, voilà, le plus important, c'est d'investir et d'être le plus longtemps possible investi sur les marchés. C'est ce qu'on dit souvent en anglais, c'est time in the market, c'est mieux que timing the market. Timing the market, c'est essayer de prévoir
L'erreur à éviter, vendre pendant une baisse, bah, enfin non, Mhm. enfin, parce que là vous cristallisez la chute, alors que bah, si vous vendez pas, bah, théoriquement c'est encore virtuel cette chute. Ça peut remonter, et si vous investissez régulièrement, bah voilà, c'est quand même, ça peut remonter. Ne pas diversifier, ne tout mettre sur le même, enfin voilà, de tout miser sur un seul ETF ou une seule action. Après, si vous misez tout sur un ETF, un MSCI World, comme je disais, why not, hein, c'est assez bien diversifié, même si c'est très orienté aux États-Unis, mais c'est OK. Euh, N'essayez pas d'optimiser à l'extrême. Ça, je connais beaucoup de personnes qui voilà, essayent de tout faire en même temps ou voilà, d'aller très loin dans la création du portefeuille idéal. Mais voilà, souvent, ça paralyse un peu et la complexité peut ajouter des frais à tout ça. Suivre les modes et les tendances, bah ouais, en effet, c'est pas évident parce que bah oui, évidemment, tout augmente en IA aujourd'hui, donc c'est OK d'être exposé à ces modes et tendances, mais du coup c'est pour ça qu'on diversifie aussi, c'est pour mettre aussi ses œufs dans d'autres paniers que ces modes et tendances. Euh, et le dernier, bah, du coup, c'est ne pas adapter son allocation à son horizon. Donc voilà, si on a un investissement très court terme, bah on va pas prendre de risques et inversement. J'ai pris des exemples concrets. Donc voilà, imaginons Sarah, 35 ans, qui gagne 2 800 € par mois. Elle arrive à épargner 400 € par mois. Elle a son matelas de sécurité, 10 000 € sur son livret A. Elle veut préparer sa retraite, donc c'est plutôt 30 ans. Son profil, il est équilibré, mais il tend vers le dynamique. Donc on pourrait imaginer que son allocation, c'est voilà, du 70% d'actions, à peu près 280 euros, 20% d'obligations, à peu près 80 € par mois, un peu de monétaire, bah, pour voilà, avoir cet argent au cas où il y a une chute un jour, et un peu de crypto, donc 20 € par mois. Donc, qu'est-ce qu'elle va utiliser comme enveloppe? Un PEA pour les actions européennes, plus les ETF monde, potentiellement une assurance vie ou le compte titre pour les obligations ou du fonds euro, et les cryptos, bah, comme je disais, sur un exchange régulier, CoinHouse, Kraken, Coinbase, Binance, il peut y en avoir plein. Et donc voilà, sur 30 ans, bah, ce qu'elle a versé, ça peut faire 144 000 € en versement donc, qu'elle a investi, et le capital projeté est plutôt autour de 455 000 €. Donc cet investissement lui a rapporté, en gros, 311 000 euros. Et sur Marc, j'ai pris un autre exemple. Donc Marc, il a 55 ans, lui, il a un salaire un peu plus élevé, il est un peu plus avancé dans sa vie, il a 4 500 € par mois, il peut épargner 1 000 €. Son matelas de sécurité, il est bien rempli à 25 000 €, donc il a sur son livret A, plus un peu ailleurs, parce que la limite du livret A, elle est à plutôt autour de 20 000. Et son objectif, c'est compléter la retraite dans 10 ans, qui arrive bientôt. Voilà, profil équilibré. Donc lui, il aura moins d'actions. Donc il aura plutôt 50% d'actions, 40% d'obligations et 10% de monétaire. Et donc lui, il va plutôt se focaliser sur l'assurance vie pour, voilà, pour la partie fonds euros, obligations, et pour le PEA, pour sa partie action. Il n'a pas de crypto parce que bah, du coup, il veut sécuriser potentiellement. Et sa stratégie, c'est de réduire progressivement sa part d'action, comme je disais tout à l'heure. Voilà, juste pour terminer rapidement, investir régulièrement, donc c'est toujours avoir ce surplus, dépenser moins que ce qu'on gagne, discipline, tenir le cap, automatiser au max, ne pas vendre, simplicité, ne pas se compliquer la vie, avoir des ETF diversifiés, éviter les stratégies complexes, 3-5 lignes suffisent, et le temps, évidemment, plus vous commencez tôt, mieux c'est, plus la boule de neige va grandir. Mais, comme je dis souvent, il n'est jamais trop tard pour investir. Ce qu'on dit souvent, c'est que le premier meilleur moment pour investir, c'était hier, et le deuxième, c'est aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est vraiment les principes à retenir. Et ensuite, le dernier truc que je voulais vous présenter, parce que justement, on a packagé un peu tout ça. Ceux qui sont abonnés à Snowball ont vu un peu le projet sortir, mais l'idée c'était vraiment de vous accompagner sur la mise en place de cette stratégie. Donc en gros, on a essayé de condenser un peu tout ça bah, du coup, dans ce produit-là. Et du coup, je voulais vous le présenter un peu en live pour vous en parler, parce que déjà, on est quand même très fiers de l'avoir sorti avec la team. Et deux, je pense qu'il peut être utile. Et la volonté, c'était vraiment de poser les premières bases du coup sur comment on aide les gens à créer leur stratégie simplement. Et donc voilà, de créer ce copilote qui va vous aider avec le temps. Là aujourd'hui on a commencé par la mise en place de la stratégie. Euh, et demain on va rajouter des briques. Donc là on va travailler sur la mise en place de la fiscalité par exemple, de vous aider
non seulement mieux remplir votre fiche d'impôt et potentiellement optimiser tout ça. Donc petit à petit, on va rajouter des briques là-dedans. Et donc, je voulais vous faire une micro démo pour vous montrer à quoi ça ressemble pour les personnes qui voulaient, enfin, qui seraient curieuses. Mais en gros, c'est assez simple. Voilà, vous remplissez quelque chose très rapidement en une dizaine de minutes. Et nous, on va vous partager, bah, du coup, qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que voilà, vous avez votre situation actuelle et la situation cible. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que j'ai trop investi en crypto? Est-ce que j'ai pas assez investi? Et où est-ce que je dois aller? Donc, l'idée, bah, c'est de vous guider un peu vers là. Et donc là, vous avez vraiment voilà, vous aurez une note sur votre état actuel. Donc, c'est moi qui m'occupe de ça et la stratégie à mettre en place. Donc, est-ce que c'est 65% d'actions? Est-ce que c'est 5% de crypto, d'obligations, avec à chaque fois un peu le détail de où est-ce que je dois aller euh, clairement. Et ensuite, c'est à vous de mettre en place ça. Donc, si vous voulez, nous, on touche aucune commission sur aucun produit. C'est vraiment purement stratégie. Et ensuite, c'est à vous de dire, bah, OK, voilà, sur les ETF, on recommande potentiellement de mettre bah là, la personne, elle avait mis ESG, enfin, elle voulait des supports à impact, donc elle a choisi MSCI World, Climate, sauf qu'il n'est pas dispo, il est pas dispo dans le PEA, donc on lui a proposé d'investir dans le compte titre. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous guider pas à pas. En plus, après, vous avez plein de tutos, donc acheter son premier ETF MSCI World, comment je fais, où est-ce que je vais, comment je l'achète, où est-ce que j'ouvre, voilà, ouvrir un PEA chez Fortuné, Bourse Banque. Donc bref, on vous prend vraiment pas à pas. Et en plus de ça, bah, vous avez vraiment l'accès à WhatsApp avec moi en direct. Donc si vous avez des questions en plus, parce que là, sur cette première itération produit, vraiment, on n'a pas pu tout mettre, parce qu'il y a plein de cas particuliers, les gens qui ont des holdings, etc. Donc il y a cette ligne-là qui est faite aussi pour bah, gérer un peu ces cas différents. Voilà, vous avez des outils, bref, ça vraiment c'est la première brique. Et donc je vais passer sur ça rapidement, mais ce qu'on voulait vous proposer, c'était bah voilà pour ceux qui veulent tester aujourd'hui. Bon, vous avez fait un petit coupon où en gros l'idée c'est d'avoir des produits les plus accessibles possibles, donc on évite les formations à 2000 euros, etc. Donc on voulait vraiment faire un truc hyper simple. Donc là on a fait un petit code Snowtalk 3 qui vous permet d'avoir ça à 69 euros par an au lieu de 89. Et l'idée, c'est vraiment qu'on ajoute à chaque fois des nouvelles briques. Donc, comme je disais, bah, on va ajouter ça au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, de toute façon, par mail. Je réponds toujours la plupart du temps assez rapidement. Donc n'hésitez pas. Et là, je vais essayer de répondre rapidement aux questions parce que je vois qu'il y en a plein, 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 plein. Mais ceux qui ne peuvent pas rester, vous inquiétez pas, hein, vous aurez les réponses dans le replay. N'ayez crainte. Sarah, est-ce qu'on peut commencer? C'est ce que je disais. Est-ce qu'il est bon de commencer en bourse maintenant? Bah, je peux pas savoir. Mais comme je disais, je pense que le plus important, c'est juste de se lancer et d'investir régulièrement. Peut-être que la bourse va se crasher dans 3 semaines. Peut-être qu'elle va continuer d'augmenter pendant 3 ans. On peut pas savoir. Donc vraiment, il faut juste se lancer euh, et avancer, quoi. Ensuite, si on a une forte sensibilité ESG, donc environnement, social, gouvernance, donc plutôt impact. Les perspectives sont-elles toujours intéressantes? Oui, bah oui, oui, clairement. C'est pas parce que c'est ESG que forcément il y a moins de rendement. En plus, il y a des acteurs aujourd'hui comme Goodvest qui permettent d'investir simplement justement dans des actifs à impact. Donc oui, ça existe. ESG ne veut pas dire pas de rendement. Clairement. Et il y a même il y a des ETF ESG. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un parler de Just ETF. Si vous allez sur Just ETF, pouvez avoir un filtre ESG et donc voilà quoi. Vous pouvez filtrer comme ça. Bon, ça, on a déjà répondu. Quand on achète des ETF, il y a marqué que ça suit ou pas le marché. Ça veut dire quoi? Alors, quand on veut dire ça suit le marché, ça veut dire que voilà, un ETF CAC 40, bah, il va suivre l'évolution du marché CAC 40, par exemple. Un ETF S&P 500 va suivre l'évolution de l'indice S&P 500. Euh, donc voilà, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc ça, j'ai déjà dit. Ouais, pour la liquidité crypto, ouais, ça c'est un peu plus complexe, donc je le laisse de côté. Le PEA climat, franchement, j'ai pas d'avis.
Je, il y a très peu de banques en plus qui proposent, donc j'ai pas d'avis pour les moins de 21 ans sur ce PEA climat. Je peux pas dire grand-chose. Ça, du coup, j'ai répondu à la question un peu plus tard. Euh, Pareil. Dans un exemple d'ETF, le fonds est divisé en parts égales ou non? Alors, ça dépend des ETF. Il y a des ETF, enfin, part égale, ça veut dire qu'il y a par exemple, voilà, sur l'ETF CAC 40, bah, il y a un quarantième de LVMH, un quarantième de tel, je sais pas, qui est coté en bourse, je sais pas, Total, etc. Alors, il y en a certains qui font comme ça, vraiment part égale, et il y en a d'autres qui sont plutôt basés sur la taille de l'entreprise qu'elle prend dans ce marché-là. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Faut-il diversifier institutionnellement une partie de crypto sur Revolut, une partie sur Binance, une partie des actions? Oui, alors oui, le risque de plateforme existe, en effet. Si je prends un exemple concret, on était en voilà, mars 2020, les marchés s'écroulent. Euh, J'avais un peu de liquidité et j'ai voulu investir, sauf que je voulais investir sur, je sais plus quelle plateforme, mais en gros, c'était bloqué, ça marchait pas. Et du coup, heureusement que j'avais une autre plateforme et du coup, j'ai pu aller investir sur cette autre plateforme. Et du coup, bah, en effet, avoir plusieurs plateformes, ça peut être intéressant, mais ça devient intéressant vraiment, je pense, pour quand voilà, on est un peu plus avancé. Mais ça reste une bonne idée de diversifier les plateformes, je suis d'accord. Euh, Compte tenu de la concentration du MSCI World sur les États-Unis, as-tu des exemples d'ETF compatibles PEA dans lesquels investir pour être équilibré géographiquement? Bah, il y a une version du MSCI World justement qui est beaucoup plus équilibrée, mais j'ai un doute, je ne suis pas certain qu'elle soit dispo dans le PEA. Euh, à vérifier. Mais ça, du coup, c'est le genre de truc que sur Just ETF, tu peux trouver, Camille. Euh, donc, à voir. Plus de 60 ans, faut-il encore mettre des actions? Bah, je l'ai dit, oui, c'est possible. Si on peut se permettre de prendre le risque et on peut avoir une petite partie de son portefeuille, même à plus de 60 ans, dans les actions, quoi. Euh, on parle souvent de diversification, mais très rarement de surdiversification. Bah, j'en ai parlé, du coup. Pour développer ce point, bah ouais, en fait, ce que je disais, hein, 3-5 ETF max, c'est largement suffisant. Et 10-15 actions individuelles, c'est largement suffisant. Moi, je pense que c'est ce que j'ai à titre perso. J'ai une quinzaine d'actions max et 5 ETF dans mon PEA, pas plus, quoi. Euh, Est-ce que c'est mieux d'investir dans un ETF en euros pour limiter le risque de change? Très bonne question. En effet, ceux qui ont investi en dollars, bah, ils ont vu quand même leurs investissements perdre de la valeur depuis que le dollar chute. Alors, c'est des cycles, hein, les devises, donc le dollar peut perdre de la valeur, puis en reprendre. C'est vraiment des cycles un peu plus longs. Donc, on peut investir dans des ETF qui sont protégés contre le risque de change, mais les frais sont plus élevés, tout simplement. Donc, plutôt que d'avoir du 0,2% ou 0,15%, on va peut-être avoir du 0,4, 0,5. Et c'est cette différence-là, sur du très long terme, bah, elle peut faire mal et parfois plus mal que la variation du taux de change. Donc voilà, à prendre en compte. Est-il possible d'acheter des fractions d'ETF via un PEA? Non, on ne peut pas acheter de fractions malheureusement. C'est un sujet réglementaire. D'ailleurs, il y a pas mal d'acteurs qui essayent de se battre pour que ce soit possible d'un point de vue réglementaire d'acheter des fractions d'actions, mais c'est pas encore le cas. Euh, le fonds sur la défense, ouais, j'ai pas d'avis, mais c'était pas terrible le fonds qui était sorti. Est-il intéressant d'investir dans les stablecoins? Ouais, c'est pas investir dans les. Enfin, les stablecoins, ça peut être. Pour ceux qui savent pas, c'est une crypto qui suit le cours d'une devise. Donc, ça peut être l'euro, le dollar, etc. Et souvent, on peut placer ces stablecoins et donc avoir un rendement en échange. Euh, s- Sur la finance décentralisée, on peut arriver à des rendements élevés, mais encore une fois, là, on reste sur quelque chose pour les débutants. Donc, voilà, pas ça en principal, quoi. Euh, Pourquoi? Bon, ça c'est une question un peu technique ETF, je vais la laisser un peu de côté. Ça, j'y ai répondu. Quid des banques comme N26? Alors, N26, c'est une banque allemande, néobanque. D'un point de vue réglementaire, bon, il y a eu un peu des sujets à un moment, mais je pense qu'ils sont carrés maintenant. Il y a Revolut aussi qui permet d'investir dans des actions, des cryptos.
Je dirais que c'est bien pour démarrer parce que c'est simple, c'est avec votre compte. Why not? Mais je suis plutôt d'avis d'aller sur ce qu'on appelle les pure players, quoi. Donc ceux qui font vraiment que ça. Interactive Brokers, c'est un géant qui est en place depuis des décennies. On a Trading 212 qui est cool aussi. On a Trade Republic, on a Bourse Direct si on veut vraiment des frais très bas. Bourse Banque, etc. L'inconvénient de Bourse Direct, je crois que c'est que on n'a pas de fraction d'action. Bref, why not pour les néobanques, mais voilà, pas en faire le socle principal. Euh, Peut-on commencer à investir pour nos enfants avec des PEA à leur nom pour transmettre un patrimoine en plus d'une assurance vie? PEA au nom des enfants. Alors, je suis pas un expert hein, sur toutes ces questions de fiscalité, etc. Je crois pas, mais par contre, ce qui est possible de faire, c'est que tu peux ouvrir un compte titre à leur nom, à ton nom, pardon. Et ensuite, à leurs 18 ans, en majorité, tu peux faire une donation et donc, toi, tu ne paieras pas d'impôt, enfin, jusqu'à une certaine limite. Et eux, la plus-value démarrera le jour de la donation. Donc, s'il y a eu, je sais pas, je dis n'importe quoi, 50% de plus-value, que le jour de la donation, ils décident de vendre, bah, ils ne seront pas imposés. Donc voilà, on avait fait une édition, Mathieu, qui écrit Snowball Bourse, avait écrit quelque chose sur ça, justement. Donc ça peut être intéressant, ça, pour les enfants. Euh, Ça, je comprends pas trop la question. Ça, je l'ai déjà dit. Mon avis, bon, je peux donner mon avis sur l'investissement Immo Pierre. Bah, c'est un investissement comme un autre. C'est un investissement comme un autre qui peut être complémentaire. Donc, bah ouais, il y a toujours des bonnes affaires à faire, même si les taux sont un peu plus élevés. Et puis, si les taux sont un peu plus élevés, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ils vont chuter et on pourra refinancer son prêt. Donc oui, enfin l'IMO, bah, moi là je réfléchis par exemple à racheter un bien avec mes amis dans le sud, potentiellement en acheter en direct. Donc ouais, franchement, il faut analyser ça, mais bon, je reste toujours optimiste et c'est tellement vaste le marché immobilier que même s'il va pas très bien dans son ensemble, on peut quand même trouver des affaires là-dedans, quoi. Mais il faut faire gaffe en tout cas, parce que là on est du coup très peu diversifié quand on achète. Quand je vois des gens qui me disent euh, l'immobilier, c'est moins risqué que les actions, mais on a quand même un seul appartement. Et on a emprunté une énorme somme à une banque. Et en fait, enfin, je vois le risque est quand même assez élevé si on met un peu tous ses œufs dans le même panier, là, du coup. Voilà, je vais passer sur ça. Pour choisir les ETF, bah ouais, il faut regarder les frais, il faut regarder la capitalisation, donc c'est la taille de l'ETF, donc plutôt choisir des gros ETF avec beaucoup d'argent sous gestion. Euh, Il y a quoi d'autre? Regarder bah, est-ce qu'il est dispo sur la plateforme qu'on utilise. Euh, voilà, c'est essentiellement ça, hein. Où est-ce qu'il est, voilà, est-ce qu'il est en euros, est-ce qu'il est en dollars? Ah oui, ce qu'il faut regarder aussi, c'est il y a des ETF accumulants, donc ça veut dire que ils vont réinvestir les dividendes, donc ils vont racheter des actions, donc vous n'avez rien à faire. Et vous avez des ETF qui vont distribuer les dividendes, donc ils vont pas les réinvestir, ils vont vous les distribuer. Bon là, ça dépend de ce que vous cherchez. Moi, je suis plutôt d'avis de privilégier les accumulants, donc comme ça, c'est réinvesti régulièrement, et l'effet boule de neige fonctionne encore mieux. Bah ça, j'en ai parlé, c'est bon. Les ETF dans l'assurance vie, bah si, j'en ai parlé. On peut investir dans des ETF dans l'assurance vie. Il y a des acteurs comme Nalo, Yomoni d'ailleurs, qui se focalisent vraiment que sur des ETF. Donc, c'est très bien. L'assurance vie, l'État peut piocher dedans. Ouais, alors là, j'ai pas de forcément d'avis, mais c'est quand même assez peu probable que l'État ait pioché dans. Enfin, si l'État va piocher dans l'assurance vie, c'est que on aura d'autres problèmes. Euh, on peut acheter de la crypto sur Trade Republic, oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas transférer, en tout cas, de mémoire. En tout cas, pas encore. Je sais que c'est prévu, mais en gros, le problème, c'est que si demain vous voulez transférer vos cryptos de Trade Republic à Binance pour X raisons, bah, vous pouvez pas le faire et donc c'est un peu relou. Ça, j'en ai parlé, ETF, compte titre, assurance.
vie pour les enfants. Hmm. Ah oui, l'automatisation, on peut pas le faire avec tout. Donc il y a des banques. Moi, sur Boursorama, je peux pas automatiser, par exemple. Je peux pas dire tous les mois achète X euros d'ETF. Du coup, c'est un peu chiant. Chaque début de mois, bah, je fais mon versement. Bah, en gros, je peux automatiser le versement du compte courant au PEA, mais je peux pas investir, automatiser ça. Donc, il y a certaines plateformes qui permettent de le faire et d'autres qui ne permettent pas de le faire. Euh, Trading 212 permet de le faire. Trade Republic permet de le faire. Revolut permet de le faire. Interactive Brokers, je sais plus. Donc voilà, il y en a certains. Ça, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé aussi. Et les métaux, on continue d'y aller ou non? Euh, oui, sur du long terme, je suis confiant pour l'or, l'argent, surtout avec les tensions. Donc oui, il y a eu une grosse chute dernièrement, mais je reste quand même assez optimiste pour le long terme. Euh, voilà, il faut pas raisonner sur du X mois, même si ça peut être intéressant parfois. Mais voilà, sur du long terme, je pense que oui. Euh, Ça, j'en ai parlé. On a pas mal dépassé, mais j'essaye d'aller vite. Euh, Si notre situation évolue, on peut avoir une nouvelle analyse de notre situation via Monibody. Oui, oui, parce que tu peux mettre à jour tes infos et donc tu peux avoir une mise à jour de ça. Ouais, ça j'en ai parlé. À quand Monibody à l'étranger? Bah, en soi, 90% de Monibody est jouable à l'étranger. C'est juste que sur les enveloppes, bah, on pourra pas vraiment bien vous recommander, quoi, parce qu'il y a pas de PEA en Australie ou ailleurs. Donc c'est un peu c'est ça, là, c'est la partie fiscalité qui peut être problématique. SCPI, SCPI, on est plutôt sur. Est-ce que c'est un profil prudent ou équilibré? Et quel pourcent alloué? Ouais, les SCPI, c'est plutôt oui pour jouer le rôle d'amortisseur, stabilisateur, parce que bah, du coup, c'est ce que je disais, c'est moins volatile, même si on a vu ces derniers temps certaines SCPI perdre de la valeur. Donc c'est plus pour avoir de la stabilité, plus un rendement régulier, que d'avoir une forte croissance comme les actions. Donc c'est complémentaire, voilà, c'est pas pour remplacer les actions, c'est plus pour voilà, stabiliser. Euh, Est-ce que l'offre, est-ce qu'elle est toujours valable? Oui, elle est toujours valable. L'offre, un abonnement acheté, un abonnement offert pour MoneyBuddy. Qu'est-ce que mon ETF? On en a parlé. Private Equity, on a fait un Snowtalk dessus, donc n'hésite pas à aller voir. Il est sur la chaîne YouTube de Snowball. Donc, je ne vais pas trop en reparler. Or et argent, on en a parlé. Est-ce qu'on peut transférer nos actions ETF sur une autre plateforme en cours de route? Ça dépend des plateformes. Euh, Pendant longtemps, on ne pouvait pas transférer ses actions hors de Revolut, par exemple. Mais logiquement, les gros courtiers, vous pouvez transférer votre compte titre ou votre PEA. Assurance vie, beaucoup plus compliqué. Il faut que ce soit au sein de la même assurance et souvent même au sein de l'assurance, c'est pas forcément possible. Bref, un peu galère l'assurance vie. Mais le compte titre et le PEA, on peut assez facilement. Et les cryptos, bah, pareil, on peut facilement les transférer en général. Euh, Ça, j'en ai parlé, c'est bon. Euh, Ça, j'en ai parlé un peu. Euh, pour MoneyBuddy, si on a déjà commencé à investir dans des ETF dans une plateforme, est-ce que ça vaut le coup? Bah oui, oui, parce que nous, du coup, on va proposer une recommandation et du coup, tu pourras voir si enfin, ce que tu es en train de faire, bah, ça correspond à ce qu'on te recommande et du coup, potentiellement challenger aussi ce que tu es en train de faire. Euh, Est-ce que MoneyBuddy est intéressant si on est encore à l'étape de faire son matelas de sécurité? Bah non, là, je pense que tu peux attendre et le moment où tu seras prête à investir, ça aura plus de sens. Même si on peut t'aider à déterminer le matelas de sécurité, bah ouais, autant que t'attendes, quoi, tout simplement. Gestion pilotée, est-ce que ça vaut le coup avec les frais plus élevés? Bah ça, c'est une question qui revient souvent. Gestion pilotée, pour ceux qui savent pas, c'est en gros vous déléguez les investissements à une entreprise, quoi. En gros, une entreprise financière. Donc là,
L'avantage, c'est que vous ne vous prenez pas la tête. C'est eux qui gèrent tout de leur côté. L'inconvénient, c'est qu'il y a des frais qui sont plus élevés, qui vont venir grignoter, bah, du coup, ces intérêts composés. Donc, à vous de voir. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, de pas gérer, de pas stresser, de déléguer, bah, c'est OK. Si par contre, vous préférez avoir des frais plus bas et vous pouvez potentiellement automatiser pas mal de choses aujourd'hui avec autre chose, avec d'autres plateformes, bah, ça vaut le coup. Peut-être d'essayer bah, d'être sur une gestion plus libre, quoi. Surtout quand on regarde, comme je disais, il n'y a pas besoin d'avoir des stratégies hyper complexes bah, pour commencer à générer des rendements. Donc ouais. Et ça peut être complémentaire. Moi, par exemple, j'avais pas envie de m'embêter avec la partie assurance vie. Du coup, bah, je l'ai pris sur Yomoney. Et du coup, bah, voilà, je leur ai délégué ça. Mais par contre, je suis en gestion libre sur mon PEA. Euh, voilà. Est-ce que j'ai loupé d'autres questions? Sûrement. Mais si je devais choisir un ETF pour la vie, je choisirais quoi? Très bonne question. Elle n'est pas évidente. J'ai 38 ans. Disons pour les 30 prochains. Je pense que je prendrais le S&P 500. Mais ça ne tient qu'à moi. C'est un peu plus risqué que du MSCI World ou autre. Euh, et pour la... Ah oui, quelle serait... Bon, je prends une dernière question parce que là, on a trop dépassé. Après, il y a pas mal de personnes qui restent. Donc, ça veut dire que je peux un peu continuer. Quelle serait la répartition pour d'autres actifs, plateformes comme Enki, métaux précieux, autres? Bah, ouais, là, il faut rester vraiment sur des petites poches. C'est pas mal d'avoir une poche actif alternatif, type Enki, Private Equity, etc. Encore une fois, selon le profil de risque, bah ouais, peut-être entre 5 et 15%, mais pas plus, quoi. Et ça dépend, si vous avez un énorme patrimoine, ça peut varier aussi. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si vous avez 100 millions, euh, bah, vous pouvez peut-être vous permettre d'avoir 20 millions sur des actifs alternatifs, donc 20%, ça va pas changer votre vie, quoi. Pardon. Par contre, si vous avez que 50 000 euros, bah, là, ça peut commencer à être dérangeant d'avoir trop sur les actifs alternatifs. C'est pour ça que souvent, je dis que voilà, si vous voulez investir dans du private equity, etc., c'est plutôt pour des patrimoines assez élevés. Quand je dis assez élevé, alors encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, mais 300 000 euros, 400 000 euros, si vous avez que 10 000 euros, vous n'allez pas mettre 5 000 euros dans une start-up de Anthony Bourbon ou je sais pas quoi, ou prenez pas de risque, quoi. Si vous avez 300 000, vous pouvez commencer à diversifier un peu plus. Donc voilà, il faut voir les choses un peu comme ça. Et dernière question, sur la sécurité des applications type Trade Republic, etc. Si on se fait voler son téléphone. Alors déjà, ouais, si vous avez, premier conseil, si vous avez, pour toutes ces applications, ouais, bon, on va faire une petite micro-cours sécurité. Euh, Essayez à chaque fois d'utiliser un mail que vous utilisez que pour les applis de finance. Par exemple, moi, j'ai un mail qui n'est pas mon mail Gmail classique que j'utilise pour tout le monde, que j'utilise que pour ces apps-là. Donc ça permet de limiter le risque de mon mail a fuité dans un truc, etc. Donc première chose. Ensuite, activez toujours l'authentification, enfin la double authentification, donc, soit par SMS, etc. Ça, et ensuite, euh, quoi d'autre? Si vous vous faites voler votre téléphone, non, en général, ces apps-là sont quand même sécurisés pour voilà, éviter ce truc de là, enfin, ce genre de problème-là. Hum, et ouais, essayez de pas vous faire voler votre téléphone aussi, c'est pas mal. Mais voilà, sinon en termes de sécurité, enfin, c'est des boîtes qui sont quand même très réglementées. Alors, voilà, on a vu des boîtes comme FTX qui pèsent des dizaines de milliards de dollars. Et bon, là, c'était plus une arnaque que autre chose, mais il y a toujours le risque zéro n'existe pas. Donc c'est pour ça aussi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure,
d'avoir potentiellement euh, plusieurs courtiers, etc. Voilà, en gros. Mais sinon, enfin, c'est des boîtes qui sont très sécurisées, voilà, qui ont plein de trucs en place pour éviter justement de se faire piquer son argent. Bah, je pense que j'ai fait le tour des questions. Ouais, dernière. Je peux pas m'empêcher de répondre aux questions. Un ETF est-il lié à une application? Non. Si l'app fait faillite ou autre, bah, l'ETF que vous avez acheté ou l'action, dans la majeure partie, grande majorité des cas, vous appartient. Donc, il n'y a pas de risque sur ça. Par contre, il y a un risque sur le cash qui est stocké sur cette app. Parce que du coup, une app qui est en Europe, elle a la garantie des 100 000 euros, si je ne me trompe pas. Ou non, non, pour les comptes titres, c'est un peu différent. Je crois que c'est 75 000, 70 000. J'ai pas le chiffre exact en tête, désolé. Mais du coup, si vous avez X milliers d'euros sur cette app, donc pas investi, et que l'app fait faillite, là, potentiellement, vous pourriez perdre cet argent. Par contre, les actions, non, elles vous appartiennent. Pour les assurances vie, donc par exemple, tout ce qui est Nalo, Goodvest, Yomoney, etc., l'assurance vie est chez l'assureur, donc un gros assureur type Generali, AXA, etc. Donc si Yomoni, Nalo, Goodvest fait faillite, bah, c'est en fait votre argent, il est stocké chez Generali, qui est du coup une boîte qui a peu de chances de faire faillite. Donc c'est quand même assez sécurisé. Euh, Éthique dans les investissements, peut-on vraiment choisir de manière transparente? C'est compliqué. Encore une fois, je cite souvent Goodvest parce que c'est un peu l'acteur qui fait vraiment des efforts sur essayer de faire le tri. Et même là, c'est pas forcément évident. Vous avez des ETF ESG, mais il peut y avoir des problèmes de greenwashing là-dedans. Donc, c'est pas possible de le faire d'être 100% transparent. En plus, dans le monde de la finance qui est un peu opaque, etc., c'est jamais évident. Donc voilà, malheureusement, c'est pas possible. Bah voilà, je pense qu'on va se... 1 heure et demie, c'est pas mal. Je pensais tenir 1 heure, mais vous aviez beaucoup de questions et moi j'ai beaucoup parlé. En tout cas, j'étais ravi d'être là avec vous. Encore une fois, si vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit, même enfin, si vous avez enfin, si vous voulez des recos, enfin, n'hésitez pas à me faire un mail, hein. En général, je réponds toujours, même si vous prenez pas MoneyBuddy, je vous dirai pas non, allez prendre MoneyBuddy. Mais voilà, je pense que ça peut être utile pour beaucoup de personnes et donc c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter aussi aujourd'hui. Mais en tout cas, merci à tous. C'était vraiment top. On vous enverra le replay dès qu'il sera prêt. Et je vous souhaite du coup une très bonne soirée et on se voit demain. Enfin, on se voit demain. Alors, vous allez me lire demain pour la newsletter gratuite du mardi. Merci tout le monde et à bientôt.